Alors vous êtes membre du Haut Comité à l'intégration et vous venez de publier aux éditions 1001 nuits un livre très intéressant, Immigration, intégration, le langage de vérité. À vous lire, Malika Sorel-Sutter, on a l'impression qu'au fond, les bons sentiments ne font pas bon ménage avec la cause de l'intégration. Bonjour, c'est le Haut Conseil à l'intégration. Au comité, mais on dit souvent au comité. Au Conseil à l'intégration, bien sûr. Oui, c'est le propos de mon livre. C'est de dire que les bons sentiments, en réalité, ont conduit au mensonge. Très souvent à cacher la réalité du parcours d'insertion au sein de notre société, y compris dans les sociétés économiques, donc dans le milieu économique, mais également la réalité de l'intégration au sein de la communauté nationale française. Et c'est le fait d'avoir tué la réalité et parfois même d'avoir nié l'existence de certaines difficultés, on nuit fortement à l'insertion des enfants issus de l'immigration et à leur intégration ensuite à la communauté nationale française. Alors par exemple, les propos de Claude Guéant très récents ont semé un peu d'émoi. Il s'était un peu trompé sur les chiffres, mais peu importe, évoquant le fait que beaucoup d'enfants issus de l'immigration échouaient à l'école. Vous, ça vous choque ? Les propos de Monsieur le ministre Claude Guéant, non, pas du tout. Il y a une réalité, c'est que les enfants de l'immigration sont beaucoup plus fragiles que les autres enfants. Leur parcours est plus chaotique et il convient de les aider. Il y a une réalité et nous avons beaucoup de chiffres, y compris par population d'origine, qui montrent la très grande représentation des enfants issus d'immigration dans l'échec scolaire. Sur la question des populations maghrébines, 60% des garçons, par exemple, n'auront pas le baccalauréat. Il y a une réalité que l'on veut taire également, c'est la différence de réussite entre les garçons et les filles. Il y a des travaux qui ont été menés très sérieux de chercheurs comme Jean-Louis Auduc qui ont montré, qui est très impliqué dans les questions d'éducation et qui ont montré qu'il y avait une réalité de l'échec des garçons issus de l'immigration. 81% des sorties sans qualification sont le fait de garçons. Et nous savons parfaitement que dans les communautés maghrébines et africaines, les garçons sont surreprésentés dans l'échec scolaire. Il convient d'accepter ce qui n'est qu'une vérité, ce sont des faits, et ensuite de s'interroger sur le pourquoi, parce que l'objectif, c'est de les aider. Alors vous dites justement dans votre livre que, en quelque sorte, l'intégration est en panne quand même, c'est un constat. Et d'ailleurs, vous dites qu'il faut arrêter de parler d'intégration, il faudrait parler plutôt d'insertion. Oui, je souhaite que l'on distingue deux concepts qui ont été confondus, qui ne sont pas du tout les mêmes. L'insertion, je la définis comme le respect des règles de la vie en société. C'est ce qui s'impose à tout un chacun, y compris aux Français lorsqu'ils sont expatriés à l'étranger. Ils respectent les règles de la société d'accueil sans pour autant être porteurs de l'identité des peuples qui les accueillent lorsqu'ils sont à l'étranger. Et l'intégration, c'est tout autre chose. C'est le fait de porter l'identité du peuple d'accueil. Et cela signifie que l'on partage les principes et les valeurs de ce peuple et que l'on les transmet à son tour à ses descendants. Donc je dis il faut imposer l'insertion, sans quoi nous ne pourrons plus à terme vivre ensemble, parce que nous n'obéissons pas aux mêmes règles, et s'il y a refus du respect des règles, nous ne pouvons pas cohabiter. Par contre, l'intégration, qui est un parcours qui se joue entièrement sur le registre moral et affectif, doit être laissée à la liberté de chacun, parce qu'on ne peut pas imposer à des individus de changer d'identité. J'estime que l'on doit respecter le fait que l'identité est un processus dynamique, et que c'est une liberté individuelle de choisir son identité, parce qu'il y a également une dimension affective. Mais si on n'arrive pas quand même à intégrer des gens qui sont là depuis très longtemps, et parfois de plusieurs générations, ça veut quand même dire qu'il y a un échec du modèle à la française. Non, justement, il n'y a pas eu d'échec de modèle d'intégration à la française parce que nous ne l'avons pas appliqué pour les flux migratoires du Sud. Nous avons changé notre regard. Autant nous avions le même regard entre les Français de souche et les Français qui sont ensuite devenus Français, ceux qui venaient des pays européens, Pologne, Russie, Italiens, Portugais. Autant pour les migrants du Sud, nous avons au contraire tenté d'accommoder notre regard, nos exigences, et nous les avons dédouanés du respect d'un certain nombre de principes et de valeurs, et c'est ce qui a conduit aujourd'hui à un certain nombre de difficultés, y compris dans le monde de l'entreprise, où il y a de plus en plus de revendications d'ordre individuel qui consistent à vouloir s'affranchir des règles de cohabitation au sein des entreprises. Donc ça, c'est la victimisation qui fait des ravages, en fait. Tout à fait. La victimisation
entrave le processus d'insertion, elle emprisonne les gens dans la conviction que tout ce qui se passe est le fait d'autrui et que quelque effort que l'on développe, la société d'accueil va nous empêcher de nous insérer, puis de nous intégrer. Et donc on décourage les enfants issus de l'immigration. Cela commence par le décrochage à l'école. Et ce qui est extrêmement grave, c'est qu'en tenant ce discours de victimisation, on leur injecte le poison de la haine dans leur cœur. C'est exactement comme au sein d'une famille. Si vous dites régulièrement à un des enfants que son papa ou sa maman sont injustes, ne l'aiment pas et le rejettent, nous ne pouvons pas espérer que cet enfant-là nourrira du respect, de la reconnaissance et de l'amour pour ses parents. Alors Malika Sorel-Sutter, justement, vous évoquiez à propos de l'échec scolaire le fait qu'il est d'abord masculin. Oui. Comment expliquez-vous cette volonté des jeunes femmes issues de quartiers éventuellement difficiles de se battre, de ne pas se faire emprisonner dans des phénomènes de bande et finalement de réussir par elles-mêmes? Comment vous expliquez cette différence entre les sexes? C'est une volonté d'émancipation, une volonté d'exister par soi et d'être considéré tout simplement comme un être humain. À part égale avec les hommes, ce sont des catégories de personnes qui souffrent beaucoup plus que les garçons, puisque les rôles sont très sexués au sein de ces populations, et d'emblée, les filles ont un rôle qui est assigné, qui n'est pas nécessairement enviable. Ce n'est pas le cas des garçons. Donc cette volonté d'émancipation des filles, parce que la réussite constitue pour elles le seul espoir de pouvoir un jour vivre par elles-mêmes et enfin choisir leur destin. Ça explique beaucoup de cet appétit qu'elles ont à l'école. Il y a également quelque chose qui les sert, c'est que elles ont été habituées à, vous voyez, le côté négatif de la soumission va finalement les aider à l'école parce qu'elles vont avoir tendance à être plus respectueuses de l'ordre établi, alors que les garçons dans ces populations sont éduqués comme des enfants rois. Nous connaissons ce phénomène dans d'autres sociétés également, et donc vont avoir une attitude de rébellion beaucoup plus facile et beaucoup plus spontanée, de remise en cause des règles établies. Et bien entendu, ça dessert considérablement leur parcours scolaire, puisqu'ils remettent en cause les ordres, entre guillemets, ou les recommandations des enseignants. Ensuite, ils remettent en cause le contenu des programmes, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important à prendre en considération, c'est que nous sommes dans des populations où la virilité est glorifiée et tout ce qui est assimilé au féminin est infériorisé. Donc les garçons n'ont de choix finalement que de s'affirmer viril, et ça se traduit par une contestation permanente et même par des incivilités. Alors Malika Sorel-Sutter, cet après-midi est débattue à l'Assemblée nationale une résolution concernant la laïcité, un article, 14 mesures, recommandations. On a eu un peu le sentiment que cette affaire avait mis les communautés en émoi, les uns contre les autres. Est-ce que vous êtes calme face à ce débat ? Oui, tout à fait. Si les communautés ont été mises en émoi, je n'aime pas utiliser le mot communauté parce que ça sous-entendrait qu'on accepte que la France soit communautarisée. Mais si certains groupes ont été en émoi, c'est parce qu'il y a eu une instrumentalisation du sujet. En réalité, il était très facile de leur expliquer que la loi de 1905, la loi sur la laïcité, existait bien avant leur arrivée sur le sol français, et que pour les Français, cette question de la laïcité avait été réglée. Donc les Français sont très étonnés et voient avec beaucoup de peur le fait que ce sujet de l'immiscion de la religion dans l'espace public, de nouveau, s'invite à leur table, alors que pour eux, étant donné ce qu'ils avaient vécu, la question était réglée. Donc moi, je suis tout à fait sereine. Je pense que cette résolution est très importante, que probablement cela devra déboucher par des textes de loi ultérieurement, parce que il est impératif de faire en sorte que la sérénité se réinstalle dans tous les lieux où nous devons cohabiter, où nous devons vivre tous ensemble. Le but de cette résolution, c'est vraiment de permettre la pacification de l'espace public. Nous avons beaucoup de difficultés de manière croissante au sein des établissements scolaires. Nous pensions avoir
terminé avec cette question de l'immiscion du religieux dans l'école avec la loi de 2004 sur le voile. Malheureusement, le problème religieux s'invite de nouveau et cela entame la sérénité des établissements, ce qui signifie que dans ces établissements, les enfants sont davantage perturbés parce qu'au lieu de le considérer comme des élèves et de leur demander de se comporter en élèves, certains se comportent en croyants, très jeunes d'ailleurs. Et ça affecte les relations entre les enfants et ça a une conséquence également sur leurs apprentissages. Nous ne pouvons pas, d'un côté, et les politiques doivent en prendre conscience, surtout ceux qui instrumentalisent cette question de la laïcité pour nous empêcher de la réaffirmer, nous ne pouvons pas, d'un côté, parler de l'égalité des chances et faire que sur le terrain, elle soit rendue impossible par des manifestations d'ordre religieux, tel ce dont je viens de parler, mais également un phénomène qui est apparu cette année dans certains établissements du 93, des filles qui viennent habillées avec des longues robes noires, qui s'appellent des abayas, dans l'école, et qui aboutissent à créer un climat de très grande tension qui empêche les enseignants de délivrer leur savoir. Et au final, ce sont les élèves qui sont défavorisés. Alors Malika Sorel, vous êtes française, d'origine maghrébine, vous avez vécu au Maghreb pas mal d'années. Certains disent oui, mais alors sous couvert de laïcité, on stigmatise l'islam, parce que quand on voit une religieuse dans la rue, personne ne s'en émeut, ça fait partie de la tradition chrétienne française. En revanche, une femme en burqa, c'est un scandale. Oui, tout à fait, parce que ça ne correspond pas du tout à la culture française. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui au peuple français, voilà, la burqa fait partie de votre culture, et dans le même temps, leur parler tous les jours du problème de l'égalité homme-femme. Donc cette schizophrénie dans le comportement n'a pas encore atteint le peuple français, et le peuple français connaît son identité, sait parfaitement quelle est son histoire culturelle et politique, sait que ces principes d'égalité homme-femme ont été obtenus au bout de plusieurs siècles de lutte, beaucoup de souffrances également, et les Français ne sont pas prêts à céder, et c'est vrai que nous ne pouvons pas céder sur des avantages qui ont été conquis de haute lutte par les femmes. Cette question concerne la place des femmes, le regard que l'on porte sur les femmes, le fait que les femmes soient libres, qu'elles soient considérées comme des êtres humains, et ça c'est notre héritage humaniste, et non pas comme des êtres sexués, et à ce titre cachés, parce qu'elles pourraient susciter certaines réactions chez les hommes. Alors, autre sujet, les discriminations, notamment dans l'entreprise. Est-ce que la montée, là encore, du religieux et des phénomènes un peu, je dirais, de crispation sont en train de se déployer dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de remontées du terrain, des entrepreneurs qui appellent au secours, qui disent « moi j'ai un engagement, je dois m'occuper de développer mon entreprise, je ne peux pas gérer au quotidien des demandes d'adaptation du règlement, des demandes pour satisfaire à des obligations religieuses. Ça entrave la sérénité également des entreprises, leur fonctionnement, et c'est une évidence que le monde de l'entreprise doit également pouvoir profiter de la laïcité, de cette neutralité religieuse qui nous permet de vivre tous ensemble sereinement et de laisser nos différences, j'allais dire au vestiaire, mais un peu à la maison. Voilà, tout à fait. De se retrouver en tant qu'être humain et non pas d'ériger en barrière entre nous des convictions religieuses. Et je pense que c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a une judiciarisation, comme dans d'autres domaines, de ces questions-là dans l'entreprise, où une liberté en affronte une autre en quelque sorte? Oui, tout à fait. Il y a une tentative de vouloir ériger en discrimination ce qui n'est pas. Une entreprise a un règlement de fonctionnement, les établissements, etc. également. Donc le but, c'est de nous permettre d'être tous le plus efficaces possible, de nous épanouir et en même temps de nous élever, de nous développer, nous élever. Et le fait que certains le vivent comme des discriminations, parce qu'il y a tout un climat qui les pousse à essayer de tirer avantage d'une différence, nuit à notre bien vivre ensemble. Aujourd'hui, il convient de ne pas tout mélanger et de ne pas avoir des discriminations là où il n'y en a pas. Et je voudrais à ce titre donner un exemple, c'est qu'on a pendant un certain nombre d'années égaré notre société en racontant que les personnes issues d'immigration étaient discriminées dans le monde du travail, et on en est venu à pousser les entrepreneurs à mettre en œuvre le CV anonyme. En réalité, il y a eu des études qui ont été accomplies, en particulier par le CREST, qui a conclu que lorsqu'on avait recours au CV anonyme, les personnes issues de l'immigration étaient désavantagées, et au lieu d'avoir un entretien sur 10 en moyenne, elles n'en avaient plus que 1 sur 22, pour la raison suivante, c'est que les entrepreneurs, sachant
les difficultés culturelles de ces enfants avaient tendance à fermer les yeux sur les fautes de grammaire, d'orthographe, de mauvaise construction. Une forme d'indulgence. Il y avait une forme d'indulgence qui n'ont pas envers les Français de culture française, de culture européenne, qui se sont intégrés, et ils ont tendance à être davantage compréhensifs, à se dire ce n'est pas leur culture, et donc soyons plus indulgents, y compris pour les trous dans les CV. Effet pervers du CV anonyme. Merci Malika Sorel-Sutter.